Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de l'Asso Access sur la préparation de l'entreprise à la transmission. Je m'appelle Laurent Henrique, je suis le responsable de l'Asso Access. L'Asso Access, c'est l'outil de la région wallonne qui a comme mission de faciliter les transmissions d'entreprise, à la fois pour les vendeurs et pour les repreneurs. Et en fait, on a trois métiers. Notre premier métier, c'est sensibiliser à l'importance de la préparation, à la fois pour les cédants et les repreneurs. Et donc, typiquement, ce webinaire rentre dans le cadre de ce métier-là. Notre deuxième métier, c'est d'orienter les repreneurs et les cédants et de pouvoir les aider à répondre aux questions qu'ils se posent dans le cadre de leur projet de transmission. Enfin, notre troisième métier, c'est de mettre en relation repreneurs et cédants pour que quelqu'un qui veut reprendre l'entreprise puisse trouver une entreprise à reprendre et inversement, celui qui veut céder son entreprise puisse trouver un repreneur. Alors, aujourd'hui, c'est une première pour nous et donc c'est un premier webinaire que l'on lance d'un cycle de plusieurs webinaires qui vont aborder différents sujets de la transmission de son entreprise. Et donc, on parle spécifiquement au niveau de vendeurs d'entreprise, pas de futurs vendeurs. Donc, aujourd'hui, ce sera une approche assez générale, mais tout au long de l'année, on va vous proposer des autres webinaires sur des sujets qui sont intéressants, notamment la pension, notamment combien vaut mon entreprise, notamment comment gérer la problématique de l'immobilier de mon entreprise, quels sont les enjeux juridiques auxquels il faudra faire attention. Et donc, vous êtes inscrit à ce webinaire ici et vous recevrez alors des liens pour vous connecter aux prochains qui seront organisés dans les mois à venir. Alors, nos orateurs aujourd'hui seront Arnaud Daxelet et Benoît Lescrunier, qui sont nos agents de terrain et qui sont intégrés notamment au sein des chambres de commerce et des UCM. Et donc, ils se présenteront eux-mêmes quand ils prendront la parole. Alors, quelques infos pratiques pour ce webinaire. D'abord, sachez qu'il est enregistré, puisque on se dit que le contenu peut être intéressant à d'autres personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Et donc, il sera rediffusé à d'autres. C'est une chose. Et ensuite, pour pouvoir communiquer entre nous, on peut vous proposer deux solutions. Vous verrez que vous avez dans l'onglet en bas de votre écran Q&R et Converser. Donc, si vous utilisez Converser, là, c'est une sorte de chat qui est visible à tout le monde. Et donc, on verra simplement qui vous êtes et qui pose la question. Si vous préférez rester anonyme, à ce moment-là, vous pouvez utiliser l'onglet Q&R. Et donc là, on verra les questions au fur et à mesure. Et donc, on essaiera d'y répondre dans le courant du webinaire. On fera peut-être des pauses en fonction des sujets qui seront à aborder. Et dans tous les cas, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, sachez que vous aurez les coordonnées à la fin du slide de tous les agents de terrain qui couvrent toute la Wallonie. Donc, il ne faudra pas hésiter non plus à les contacter, eux, après, de manière confidentielle, pour qu'ils puissent répondre aux questions que vous auriez. Voilà, je ne vais pas être plus long que ça et je vais directement céder la parole à Arnaud qui va commencer sa présentation. Merci et bon webinaire. Merci Laurent pour l'introduction. Alors, avant de passer la parole à Benoît qui va présenter la partie principale de ce webinaire, eh bien, je vais introduire le sujet en vous présentant quelques chiffres qui concernent la transmission d'entreprise en Wallonie et je vais vous présenter qui nous sommes, donc Benoît, mes collègues et moi, et dans quel dispositif nous intervenons et finalement à quoi en quoi peut vous aider ce dispositif dans vos démarches de transmission d'entreprise. Alors, je n'ai apparemment pas accès au slide. Voilà, merci Benoît. Tout d'abord, dans un premier temps, j'aimerais vous présenter quelques chiffres. Je vais vous laisser quelques secondes pour en prendre connaissance. Alors, ce que nous avons voulu faire finalement avec ces chiffres, eh bien, c'est vous montrer dans un premier temps, via la partie gauche de l'écran, mettre en avant donc l'importance du sujet en Wallonie. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un sujet qui va toucher à l'horizon 2025 environ 100 000 emplois. Donc 25% des entreprises actuelles seront cédées d'ici 2025. Ce sont des chiffres qui sont quand même non négligeables.
Et j'appuierai même ces chiffres. Donc, il faut savoir, ces chiffres ont été établis hors contexte Covid. La situation actuelle avec le coronavirus, eh bien, va venir gonfler ces chiffres. Sachez que le baromètre de l'UCM, je ne sais pas si certains d'entre vous le suivent, donc tous les trimestres, un baromètre est établi par l'UCM. Le dernier qui est sorti et qui concerne donc le premier trimestre de cette année, fait ressortir que 10% des dirigeants d'entreprise actuels pensent à transmettre leur activité en tant que solution à cette situation qui est vécue actuellement dans les entreprises. Donc, les chiffres que je vous présente dans la partie gauche ici d'écran, eh bien, vont être gonflés par la situation actuelle. Dans la partie droite de l'écran, ce que nous voulions mettre en avant, eh bien, c'était le profil du cédant classique actuel. Donc, le cédant actuellement, malheureusement, eh bien, n'est pas suffisamment préparé. C'est ce que nous montrent ces chiffres. Donc, 80% des cédants ne connaissent pas la valeur de leur activité. Et donc, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, eh bien, dites-vous que vous n'êtes pas le seul. Donc, 80% des dirigeants sont dans cette situation. Et donc, je vais enchaîner sur le slide suivant. Quel est le constat actuel en Wallonie par rapport à ce sujet de transmission? Eh bien, le constat, c'est que trop d'entreprises, malheureusement, elles sont liquidées au lieu d'être transmises. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que le dirigeant de l'entreprise ne s'y prend pas de la bonne manière ou ne s'y prend pas à temps. Donc, il y a un réel manque de préparation au sein des dirigeants d'entreprise. Et les conséquences, eh bien, c'est des pertes économiques, des pertes sociales et également des pertes de savoir-faire. Alors, afin de faire face à ce phénomène, qui est d'une importance quand même assez conséquente, eh bien, la région wallonne a initié un projet, un dispositif qui s'appelle le dispositif ASTE, qui est géré par l'Asso Access, dont Laurent est le manager. Donc Laurent, vous avez vu intervenir en début de webinaire. Et l'Asso Access, donc, collabore avec certaines institutions, certaines structures locales, à savoir la Chambre du commerce et de l'industrie, l'UCN et Oostbelgium, pour aider les dirigeants d'entreprise sur le terrain. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, il y a une personne par province qui est détachée. Donc, je fais partie de ces personnes qui va rencontrer donc les chefs d'entreprise dans leur contexte et dans leur société pour les accompagner dans leur démarche de transmission. Alors, concrètement, d'un point de vue géographique, ça c'est juste pour info, voici comment sont répartis donc les agents de terrain qui pourront vous accompagner dans vos démarches. Donc une personne par province qui se répartissent donc via différentes structures. Il faut savoir donc que le Hainaut, le Brabant wallon et la province de Liège sont gérés entre guillemets par des agents qui font partie du CEM. Le Namurois et la province de Luxembourg sont accompagnés par des personnes qui font partie de la Chambre du commerce et de l'industrie, et les cantons de l'Est sont accompagnés par une personne qui est bilingue en allemand. Forcément, c'est une zone un peu particulière et qui fait partie donc de la structure Oostbelgium. Toutes ces personnes ont le même rôle, mais font partie de structures différentes. Ça peut paraître compliqué, retenez simplement qu'il y a une personne par province pour vous accompagner. C'est le plus important à retenir. Alors, concrètement, quelle est la mission de ces conseillers de terrain? Eh bien, c'est de vous accompagner afin que vous puissiez vous préparer au mieux et le plus tôt possible dans votre processus de transmission d'entreprise. Alors, notre but, c'est vraiment de vous orienter, de prendre part à vos réflexions et en fonction de nos discussions, eh bien, de vous rediriger vers des experts agréés de l'Asso Access
et également de vous informer sur les aides financières qui existent, puisqu'il existe des aides financières. Et ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans la présentation. Mais donc, ça fait partie effectivement de notre fonction. Alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien, nous venons vous rencontrer, donc vous, dirigeants d'entreprise, au sein de votre société, pour comprendre quelle est votre activité, pour comprendre finalement dans quelle situation vous évoluez, quel est le marché dans lequel vous évoluez, donc la concurrence, est-ce que vous avez une structure qui est capable de tenir quand vous êtes absent. Voilà, on fait un tour d'horizon ensemble de votre situation, et en fonction de ça, eh bien, on va vous orienter, si c'est nécessaire, c'est pas toujours le cas, vers des experts plus pointus qui vont pouvoir intervenir avec vous sur un plan technique. Alors, je reviendrai juste après sur ces experts, mais sachez que notre intervention en tant que conseiller généraliste, eh bien, elle est gratuite, elle est neutre, et tout ce qui se dit est évidemment confidentiel. Alors, je vais revenir maintenant sur la partie expertise. Donc, nous, en tant que généraliste, finalement, c'est comme un médecin généraliste qui va vous diriger vers un dermatologue ou un spécialiste ORL si vous avez tel ou tel besoin plus particulier. Eh bien, nous allons vous diriger en fonction de vos besoins vers des experts qui peuvent être des avocats, des cabinets de cession et acquisition, des réviseurs d'entreprise, des experts comptables, des consultants financiers. Et on va le faire de manière nous allons le faire via une shortlist. Donc, c'est-à-dire que il existe plus de 150 professionnels qui sont agréés donc par la SO Access en Wallonie, donc parmi les experts que je viens de citer. Et le but n'est pas évidemment de vous envoyer la liste de tous les experts et de vous dire, ben voilà, maintenant débrouillez-vous et trouvez l'expert qui vous convient. Non, justement, le but c'est de vous aiguiller vers les personnes qui pourront le mieux intervenir dans votre dossier. Et donc, on établit une shortlist de 4 experts qui pourront intervenir plus en profondeur dans votre processus de transmission. Alors, il faut savoir que ces experts sont agréés par un comité éthique de la SO Access. Donc, c'est des experts qui ont dû prouver qu'ils avaient une expertise en transmission d'entreprise, c'est forcément la base. Et de 2, ils ont dû prouver qu'ils respectaient la charte éthique liée à la région wallonne et à la SO Access. Donc, je reviendrai un petit peu plus tard sur les aides financières. Si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas. Je n'en vois pas pour l'instant dans la chat box, mais donc n'hésitez pas à revenir vers moi dès maintenant avec des questions. S'il n'y en a pas, je vais laisser maintenant la parole à mon collègue Benoît, qui va vous présenter plus en détail le processus de transmission dans sa généralité, avec des exemples concrets à chaque phase de ce processus. Et c'est moi qui récolterai les questions au fur et à mesure et qui interviendrai pour lui poser. Je vois que j'ai une question qui est effectivement une bonne question qui revient régulièrement, c'est comment les experts agréés sont-ils shortlistés? Alors, les experts agréés sont shortlistés en interne par le back-office de la SO Access en fonction de plusieurs éléments, la zone géographique, le domaine d'expertise, donc le secteur d'expertise de certains experts, et d'autres critères plus pointus. Sachez que nous respectons toujours, tout le monde au sein de la SO Access, le principe de neutralité. Donc, nous n'allons pas privilégier l'un ou l'autre expert par principe de copinage. Donc, ces shortlists sont toujours établis sur base de critères factuels. Et Laurent, je ne sais pas si tu... Bonjour, oui, voilà, ce qui est important de dire aussi, c'est que en fait, nous, on va plutôt faire des propositions d'accompagnement, mais évidemment, la personne est libre de choisir à 200% avec qui elle va travailler. Ça veut dire que si vous avez des gens que vous connaissez, avec qui vous êtes de confiance et vous êtes à l'aise, eh bien, c'est très bien de travailler avec ces gens-là. Nous, on est là pour donner des noms de gens qui pourraient vous aider. Mais si vous n'en avez pas besoin, il ne faut évidemment pas aller vers eux. Et c'est évidemment vous qui avez le dernier mot de choisir avec qui vous travaillez. Donc, la liste, elle est là
vous aider, mais elle n'est certainement pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Alors, je vois qu'il y a une autre question pour savoir est-ce que les experts auprès de l'ASSO Access sont agréés Région Wallonne. Alors, en fait, c'est une très bonne question. Pour être agréé par la Région Wallonne, il faut être agréé à l'ASSO Access. Et donc, ça va dans le sens où être agréé à l'ASSO Access est une condition qui est nécessaire pour pouvoir être agréé à la Région Wallonne. Pourquoi? Parce que la région, elle s'est rendue compte que la transmission d'entreprise est un mécanisme assez particulier et qu'elle n'avait pas en interne toutes les compétences pour pouvoir juger si l'expert a l'expertise, le track record et l'expérience pour être spécialisé en transmission. Et donc, elle nous a en quelque sorte délégué ça à travers notre comité éthique. Et donc, aujourd'hui, pour être agréé à la région Wallonne chèque transmission, il faut être agréé à l'ASSO Access. J'ai une autre question, j'ai deux autres questions qui viennent de tomber. La première, c'est est-ce que vous continuez l'accompagnement avec l'expert ou est-ce que vous transmettez le dossier à l'expert? Eh bien, ça dépend de la situation et ça dépend de l'envie en fait du cédant. Donc, nous pouvons continuer à accompagner le cédant avec l'expert pour qu'il ait un autre regard, pour qu'il ait un autre avis. Donc, on peut continuer tout à fait à la demande du cédant. Gratuitement, encore une fois, et de manière tout à fait confidentielle et neutre. Par contre, si le cédant se sent à l'aise avec l'expert vers qui il a été redirigé, avec qui il a décidé de collaborer, et qu'il préfère continuer sa route tout seul avec lui, eh bien, à ce moment-là, on laisse le cédant, le chef d'entreprise, continuer tout seul sa route avec l'expert, si c'est son choix. Alors, la deuxième question… Oui, et juste la deuxième question, oui. Arnaud, si tu me permets, je pense que la deuxième question, en fait, elle est très très bien, mais justement, l'enjeu du webinaire aujourd'hui, c'est d'éviter d'arriver dans une situation où c'est trop difficile à céder. Et donc, ce que je propose peut-être, c'est que Benoît, tu rentres dans le vif du sujet et que tu expliques un petit peu les choses, et puis après, on pourra éventuellement répondre à la question, mais normalement, en fait, l'idée, c'est de pouvoir tout faire pour préparer l'entreprise pour éviter qu'elle soit dans des situations compliquées. Mais c'est clair que parfois, c'est trop compliqué. Mais tout l'enjeu, justement, c'est d'éviter d'en arriver là en se préparant à temps, ce qui est l'objet de ce que Benoît va présenter aujourd'hui. Merci. Voilà, et je tiens simplement à préciser aussi que si vous avez l'impression que nous ne répondons pas tout à fait à vos questions lors de ce webinaire, eh bien, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous via les coordonnées qui seront transmises sur le dernier slide de cette présentation. Voilà, je laisse la parole maintenant à Benoît, qui va vous présenter donc le sujet principal de ce webinaire. Merci Arnaud, bonjour à tous. Donc, je suis moi-même à STE pour la province de Luxembourg au sein de la Chambre de commerce. Donc, on va commencer ici par vous présenter le processus d'acquisition ou de cession d'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de transmission, c'est un processus qui est généralement relativement long. Donc, si vous voyez la ligne du temps qui est ici, juste à côté, donc on est sur une durée de 5 ans, qui peut sembler relativement longue. Pourquoi est-ce qu'elle est si longue? En fait, la phase d'orientation et de préparation est une phase qui va nécessiter finalement de se poser toute une série de questions et de faire en sorte d'arriver à mettre l'entreprise dans des conditions qui vont rendre la cession possible. Donc, on va voir ici au niveau orientation, qui est la première phase. Ce qui est important tout d'abord, c'est côté cédant, c'est que le cédant finalement se pose les bonnes questions par rapport à sa situation personnelle. On pense ici par exemple à un cédant qui a travaillé pendant 40 ans en tant que gérant de la même société, qui travaille 60 heures par semaine. Du jour au lendemain, il va devoir céder son entreprise, perdre son statut. Il faut absolument qu'il arrive à se retrouver des projets personnels en dehors de l'entreprise. On remarque malheureusement que dans beaucoup de cas, les cédants n'ont rien construit à côté de l'entreprise et le jour où ils doivent signer la convention de cession, parfois certains font marche arrière parce qu'ils se rendent compte qu'en vendant l'entreprise, ils vont perdre une bonne partie aussi de leur projet de vie finalement. Et ça, c'est difficile. Donc, on ne peut qu'encourager les cédants à se trouver des nouveaux projets de vie pour aider justement la transmission de l'entreprise le jour où ils seront amenés. Enfin, les aspects financiers sont également importants à prendre en compte. On sait que beaucoup de gérants d'entreprise tirent des revenus de la société via des rémunérations de dirigeants. Mais à côté des rémunérations de dirigeants, on peut avoir également différents avantages en nature. Ce qui fait que finalement, au niveau du budget privé,
beaucoup de cédants nous disent finalement ils ne savent pas quels sont leurs besoins à titre privé. Et donc, ce qui est important aussi, c'est avant de penser à la transmission d'entreprise, c'est réfléchir au budget du ménage post-cession d'entreprise et se dire finalement, avec les revenus de la pension, les pensions complémentaires, etc., est-ce qu'on aura finalement assez d'argent que pour arriver à survenir à ses besoins personnels, et aussi réfléchir finalement à la valeur de l'entreprise, puisque dans certains cas, finalement, la valeur de l'entreprise est trop faible que pour arriver à combler le manque par rapport à la pension et aux autres revenus complémentaires dont on parlait. Donc parfois, simplement, certains cédants sont obligés de travailler encore un peu, simplement parce que les aspects financiers sont trop justes post-cession d'entreprise. L'aspect affectif et l'entourage est également un point important à prendre en compte, puisqu'on sait que dans toute cession, finalement, ce n'est jamais une personne seule, c'est rarement une personne seule qui cède. Il y a tout un aspect familial qui joue derrière, et donc on a des qui fait partie du projet, les enfants, et donc c'est important finalement de questionner tout son entourage et d'être certain que l'entourage est derrière le projet de cession afin d'éviter toute dispute ou litige par la suite. Et enfin, ce qui est important dans cette phase d'orientation, qui est vraiment la toute première phase de l'entreprise, c'est de réfléchir au quotidien aux forces et aux faiblesses de son entreprise. Simplement pourquoi? Parce qu'on sait que finalement, vous pourriez avoir à un moment donné un accident de voiture ou autre, qui ferait qu'on devrait être obligé de trouver un repreneur rapidement pour l'entreprise. Et donc au quotidien, finalement, toute entreprise, elle devrait être prête à l'avance. Donc il faut pouvoir bien connaître les forces et travailler les faiblesses au quotidien pour faire en sorte que le jour venu, on soit prêt. Et cette phase d'orientation, finalement, c'est un peu au quotidien qu'on doit la travailler pour rendre l'entreprise vraiment dans de bonnes conditions pour préparer une session. Alors, le jour où on est dans les bonnes conditions, on va pouvoir penser à la préparation de son dossier de transmission. La préparation du dossier, elle va principalement consister en un diagnostic de l'entreprise, en une estimation de la valeur et dans le fait d'établir un profil anonyme qui va permettre de mettre l'entreprise en vente. Alors là, vous le voyez en dessous, il est possible de faire appel aux missions de conseil via les partenaires agréés de l'Asso Access en bénéficiant des aides publiques dont on parlera en fin de séminaire. Au niveau du diagnostic, donc comme on le disait, plus vite il est fait, plus grandes seront les réussites du projet de cession. Plusieurs points vont être passés en revue dans ce diagnostic, notamment le volet commercial. Au niveau commercial, on va par exemple regarder la répartition du portefeuille client, ce qui est très mauvais dans une entreprise. Par exemple, c'est qu'un client représente une part trop importante du chiffre d'affaires. On va regarder au niveau de la concurrence, comment les concurrents évoluent, est-ce qu'il y a des nouvelles habitudes qui se créent chez des concurrents, est-ce qu'ils développent de nouvelles choses et comment l'entreprise a réagi par rapport à ces évolutions de marché. On va également regarder le mix produit, vérifier que dans l'entreprise, souvent on a des produits qui rapportent beaucoup d'argent et beaucoup de cash, mais qui ont une croissance faible. Mais c'est important également que dans ces entreprises, on pense à développer de nouveaux produits qui vont permettre d'être les produits qui vont ramener du cash dans le futur. Donc, une entreprise qui serait trop dépendante d'un seul produit, c'est parfois pas bon non plus. Donc, il faut essayer de diversifier et penser au futur au niveau d'entreprise. Au niveau commercial également, un point qui pose parfois problème, c'est quand l'entreprise est dépendante à 100% d'un et un seul commercial. L'idée, c'est que si ce commercial a établi un lien fort avec les différents clients, il y a peut-être un risque en cas de départ de ce commercial que la société ne perde une bonne partie de son chiffre d'affaires. Et là aussi, idéalement, l'entreprise ne doit pas mettre tous ses œufs dans le même panier au niveau commercial. Au niveau de l'organisation, on va principalement regarder comment l'entreprise fonctionne, est-ce qu'elle n'est pas trop dépendante du patron, est-ce qu'on a un organigramme qui permet de définir et répartir les tâches de chacun au niveau de l'entreprise. On va regarder également au niveau des ressources humaines, si finalement les personnes qui sont dans l'organigramme sont suffisamment stables, sont suffisamment formées et épanouies au niveau de leur travail, parce que c'est bien d'avoir un organigramme,
Mais ce qu'il faut aussi, c'est que les personnes qui sont derrière cet organigramme soient suffisamment stables au niveau de l'entreprise. C'est ça qui fait aussi la valeur de l'entreprise. D'un point de vue technique, les experts passeront tout d'abord avec vous des aspects liés à tout ce qui est terrain, bâtiment. Il va falloir notamment regarder que les terrains et bâtiments soient bien en ordre par rapport à tout ce qui est législation. On pense au permis d'urbanisme, au permis d'environnement. On pense à des risques de pollution de sol éventuels qui peuvent poser des gros problèmes en transmission d'entreprise. Certaines entreprises, parfois, se sont vendues pour l'euro symbolique, simplement parce que le coût de dépollution du sol était supérieur à la valeur de l'entreprise. Donc, c'est vrai que c'est tous des points qui vont devoir être passés en revue. À côté de l'immobilier, on va regarder aussi l'état du matériel, se poser la question de savoir si l'entreprise a investi suffisamment les années précédant la reprise. Si l'entreprise n'a pas investi du tout, ça risque de poser problème pour le repreneur, puisque à côté du financement de la reprise, il risque de devoir consacrer de l'argent également pour financer des investissements de remplacement dans l'entreprise, ce qui va venir diminuer finalement les cash flows de l'entreprise. Un point également qui peut être vu au niveau technique, c'est de vérifier si dans l'entreprise on dispose de processus qui sont décrits. Certaines entreprises sont dépendantes de l'un ou l'autre technicien. Le problème, c'est que s'il arrive un problème à ces personnes-là, du jour au lendemain, on risque de se retrouver dans les ennuis. Et donc, pour les entreprises où on a des process bien spécifiques, ça peut être intéressant d'avoir ces process qui sont bien décrits. Alors, quatrième point au niveau du diagnostic, c'est tout ce qui est financier. Au niveau financier, on va notamment regarder le niveau de solvabilité de l'entreprise, le montant des fonds propres par rapport au total de bilan de l'entreprise. Globalement, c'est vrai qu'il faut avoir un bon ratio, peut-être une bonne vingtaine de pourcents de fonds propres. Il n'en faut peut-être pas trop non plus, parce que quelque part, plus l'entreprise va être riche au niveau des fonds propres, plus elle va être chère. Et or, ce que cherchent les repreneurs, c'est d'avoir un bon rendement sur fonds propres également. Prenez par exemple 3 entreprises qui affichent chacune 100 000 euros de bénéfices. Si la première a 1 million d'euros de fonds propres, le rendement sera de 10%. Si la deuxième, qui a 100 000 euros de bénéfices, affiche 2 millions de fonds propres, le rendement ne sera plus que de 5%. Et si on était à 3 millions de fonds propres, le rendement ne serait plus que de 3%. Donc, il faut quelque part que les fonds propres soient proportionnés au rendement qui est dégagé par rapport à la structure. Deuxième point pour le diagnostic financier, c'est de vérifier le niveau de liquidité. Alors là, on va surtout parler d'un niveau de liquidité global, en prenant un ratio de liquidité au sens large. On parle souvent du current ratio, qui va comparer l'actif circulant aux dettes court terme. L'idée, c'est quoi? C'est qu'une entreprise, si on additionne ses stocks, ses créances en attente et ses liquidités, elle doit avoir au moins autant que le montant de son endettement à court terme. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire peut-être que l'équilibre financier est délicat au niveau de l'entreprise, qu'on est trop financé sur du court terme. Et ça aussi, ça peut poser problème dans le cadre d'une reprise, puisqu'il va d'abord falloir remettre l'entreprise dans un bon équilibre financier avant d'envisager le financement de la reprise. Maintenant, les fonds propres, la liquidité, c'est une chose par rapport à la reprise. Ce qui est le principal côté transmission, c'est plutôt le rendement de l'entreprise, puisque si on reprend une entreprise, c'est pas tellement pour ses fonds propres ou ses liquidités, c'est surtout pour le fait que l'entreprise dégage du rendement. Alors là, ce qui va être analysé au niveau du dossier financier, c'est l'évolution, par exemple, du chiffre d'affaires, de la marge, mais aussi surtout tout ce qui est évolution des ratios par rapport à la gestion des frais de personnel. Ce qui est intéressant à regarder, c'est notamment si les travailleurs dans l'entreprise sont payés de manière correcte par rapport au secteur d'activité. Donc là, on peut faire un peu de benchmarking pour vérifier ces ratios-là. Un autre ratio intéressant à regarder, c'est d'analyser la productivité du personnel et de vérifier si cette productivité est en phase avec ce qui se voit dans le secteur. Et globalement, les entreprises qui ont beaucoup de valeur, c'est des entreprises qui payent leurs employés comme le secteur, mais qui arrivent à générer une meilleure productivité par travailleur. Au niveau financier également, on va regarder les investissements, mais ça on en a déjà parlé. On va regarder le rendement sur fonds propres, dont on a parlé également, et surtout les cash flows qui sont générés par l'entreprise, puisque c'est grâce aux cash flows générés par l'entreprise qu'on va pouvoir financer la reprise.
Et là, au niveau des cash flows, on va également regarder est-ce que les cash flows sont libres, c'est-à-dire on peut avoir 100 000 euros de cash flow, mais si on rembourse 110 000 euros de crédit par an, finalement, il y a peu de marge de manœuvre pour le financement de la reprise, donc il faut que les cash flows soient suffisamment disponibles et qui ne servent pas totalement à des remboursements de crédit sur la structure. Alors, autre point passé en revue, c'est le volet juridique. Là, l'idée, c'est de vérifier si on a suffisamment d'écrits au niveau de l'entreprise. On parle par exemple ici des contrats de travail, on parle des contrats commerciaux, on va analyser les différents contrats d'assurance, on va vérifier s'il n'y a pas de litige au niveau fiscal ou social. On va également regarder tout ce qui est garantie personnelle, puisqu'il arrive parfois qu'un patron se soit porté garantie personnelle pour des crédits liés à l'entreprise, et donc tous ces points-là doivent être passés en revue avant d'envisager la transmission. Alors quelques exemples dont on a déjà un petit peu parlé avant. Donc, un cédant qui sera à la fois gestionnaire, commercial et technicien dans l'entreprise. C'est des cas qui arrivent souvent, des patrons qui sont un petit peu en orchestre et qui multiplient les rôles dans l'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous êtes multicasquette en tant que cédant, plus le repreneur sera difficile à trouver. Et globalement, si vous avez la possibilité sur le plan financier de vous entourer davantage les années qui précèdent la transmission, votre entreprise sera plus facile à remettre, puisqu'à ce moment-là, on va chercher un repreneur qui a peut-être un petit peu moins de compétences. Que trouver un repreneur qui est à la fois gestionnaire, commercial et technicien sera plus difficile à trouver que de trouver un repreneur qui serait uniquement, par exemple, gestionnaire et commercial. Autre exemple, une activité qui permet de générer pas mal de noir. Ça arrive encore souvent. Ce qu'il faut savoir, c'est que le noir, par rapport au repreneur ou par rapport aux banques, il n'a pas de valeur. Le noir ne peut pas être financé par les banques, donc ça veut dire que dans le dossier de valorisation, malheureusement, on ne pourra pas tenir compte du noir. Donc là aussi, en tant que cédant, il faut éviter autant que possible le noir avant d'envisager une transmission. Autre cas de figure, une entreprise avec un cédant qui a 2 enfants, qui ne souhaite pas reprendre l'entreprise familiale, souhaite par contre exiger du repreneur que les 2 enfants restent dans la structure aux mêmes conditions. Faut savoir que c'est le genre de cas qui pose parfois problème. Pourquoi? Simplement parce que ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que les enfants qui sont dans la structure, finalement, ne sont pas un petit peu privilégiés par rapport aux autres travailleurs? On peut penser à des avantages en nature, des salaires supérieurs, pour parfois une productivité qui est moindre. Donc, il arrive souvent que les enfants sortent ou doivent sortir de l'entreprise au même moment que le cédant qui vend son entreprise. La question, c'est que s'ils étaient si bons, motivés et enthousiastes, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi ils n'ont pas souhaité reprendre l'entreprise familiale. Rester dans un rôle de salarié au niveau de l'entreprise, c'est un point qui sera vraiment analysé par rapport aux repreneurs avec tous les risques qui sont liés. On en a parlé ici, la société qui a énormément de réserves et de bénéfices reportés. Ces réserves et bénéfices pourraient remonter dans la structure qui reprend sous forme notamment de dividendes. La chose simplement, c'est que cette entreprise qui a beaucoup de fonds propres, lors de sa vente, elle va être affichée pour une valeur supérieure. Et donc, qui dit valeur supérieure dira également un nombre de repreneurs potentiels inférieur. Et donc, idéalement, il faut un bon ratio de fonds propres, mais pas non plus trop de fonds propres. Ça limite le nombre de repreneurs potentiels. Ce point-ci, on en a parlé également dans les slides précédents. Donc, portefeuille client avec une multitude de clients, avec le plus gros client qui représente maximum 10% du chiffre d'affaires. Ça, c'est plutôt positif par rapport à une transmission, puisque ça veut dire que la clientèle est bien répartie. Et quelque part, le repreneur peut se dire qu'en cas de perte d'un client, peut-être que la continuité d'activité est assurée. Donc ça, c'est plutôt positif, contrairement à une entreprise où on aurait, par exemple, 50 ou 80% du chiffre d'affaires qui est réalisé avec un et un seul même client. Alors ça, c'est un exemple qui nous avait été donné par un cabinet de cession-acquisition. Il nous disait lors d'un séminaire que par rapport à la transmission, le cédant refusait que le cabinet de cession-acquisition contacte les concurrents, les clients,
les fournisseurs, les employés, les ouvriers ou encore les entreprises de la région. La confidentialité avant tout. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en tant que cédant, si vous envisagez la transmission de votre entreprise, à un moment donné, il faut accepter de laisser des opportunités à votre cabinet de cession-acquisition. Parce que si vous mettez trop de barrières, finalement, vous allez vous retrouver avec un nombre de repreneurs potentiels très très limité. Et qui dit nombre très très limité, va faire finalement qu'on va devoir vendre l'entreprise à des conditions qui seront peut-être défavorables. Si vous voulez vendre votre entreprise, il faut être conscient qu'à un moment donné, il faut offrir un minimum de ici, on en a parlé également. Donc, une entreprise qui aurait investi en moyenne 14% de sa marge brute contre 8% dans le secteur. À partir du moment où les investissements réalisés sont utiles à l'entreprise, c'est plutôt un bon signe. Ça prouve quelque part que le repreneur va pouvoir consacrer les cash flows futurs uniquement au financement de l'entreprise et ne va pas devoir utiliser une partie de ces cash flows-là pour financer des investissements de remplacement. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Et donc, clairement, le conseil qu'on peut donner aux cédants, c'est de continuer à investir de manière normale, pas de manière exagérée, mais de garder quand même un niveau d'investissement minimum au cours des dernières années. Sinon, le repreneur va devoir en tenir compte dans ses calculs et ça va diminuer les cash flows. Autre point, donc un vendeur qui s'entend bien avec son repreneur, qui lui octroie un vendor loan, donc un crédit vendeur, afin de l'aider à boucler son montage de reprise. Je suivais un webinaire il y a 2 semaines avec Vivian Moll, qui était responsable crédit au niveau de la SOALFI, qui expliquait que c'était un cas qu'ils aimaient bien, ce cas de reprise. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve finalement dans un cas de figure où souvent le repreneur, quand le vendeur est prêt à lui faire crédit, c'est qu'il connaît très très bien. Donc on parle souvent d'un repreneur, par exemple, qui est un ancien employé de l'entreprise. Et on se retrouve finalement avec un partage de risque entre le cédant, le repreneur qui vient de l'entreprise et donc qui connaît bien l'entreprise, donc avec un risque opérationnel qui est plus limité, et la banque ou les partenaires publics qui octroient le reste du montant. Donc on se retrouve avec un risque qui est très partagé en différents partenaires. Et d'autre part, au niveau opérationnel, le repreneur vient de l'intérieur, donc c'est des dossiers généralement qui sont moins risqués. Et clairement, peut-être qu'en tant que cédant, parfois octroyer, même pour un tout petit montant, un crédit vendeur, ça permet de montrer aux partenaires financiers que vous avez confiance au repreneur. Et quelque part, ça peut aider les banques à donner une décision favorable par rapport à leur dossier de reprise. Ici, l'entreprise qui sera active sur un marché de niche, avec un marché étroit où on retrouve peu de concurrents. Ce qu'il faut être prudent par rapport à ces marchés de niche, il faut être très très attentif à l'évolution du marché. Et donc là, dans l'analyse de ces transmissions, de ces reprises, on va devoir vérifier que l'entreprise s'est remise en question suffisamment, développe ou pense au développement de nouveaux produits ou services. On pense par exemple à l'entreprise Kodak qui était spécialisée dans les films photos. Quand le marché s'est mis au numérique, elle n'a pas senti le vent tourner et on sait ce qu'est devenu l'entreprise Kodak aujourd'hui. Donc c'est bien d'avoir des spécialités, mais comme on dit souvent, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc ça vaut la peine de dire quand on a un produit fort, il faut penser aussi à développer des nouveaux segments de marché. Et enfin, dernier exemple, le cédant qui souhaiterait encore accompagner 2 ans le repreneur. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'accompagnement, il ne faut pas le forcer. Il faut voir quel est le souhait du repreneur. On dit souvent chez nous, en province de Luxembourg, on ne peut pas mettre 2 coques sur le même cumulin. Globalement, ce qu'il faut, c'est que l'entreprise elle ait un et un seul leader. Et donc, en fait, le cédant, il doit se rendre disponible pour le repreneur, mais c'est à la demande du repreneur. Et forcer un accompagnement de 2 ans, ça nous semble très très long. Et donc, dans la pratique, il vaut mieux se rendre disponible quelques heures, par exemple, par semaine, à la demande du repreneur, plutôt que d'imposer un accompagnement d'office sur une durée très très longue. Alors, dans la phase de préparation, donc on a passé les différents points de diagnostic. Autre point, c'est de vérifier les différents types de transmission possibles. Est-ce qu'on va parler des titres, donc de l'ensemble de l'entreprise avec son actif, mais également ses fonds propres et ses dettes, ou est-ce qu'on va parler uniquement d'un ensemble d'éléments
d'actifs. On va voir que c'est deux notions différentes dont on va parler après. Alors, point au niveau valorisation, donc l'idée n'est pas de faire un séminaire ici sur la valorisation. Pourquoi? Parce qu'il y a des séminaires qui durent une matinée et c'est un exercice qui est très complexe. Ce qu'il faut retenir, c'est que par rapport à des comptes annuels relativement similaires, on peut arriver parfois à des différences qui sont assez énormes au niveau valorisation. Exemple de corrections qui peuvent se faire, des frais d'établissement qui sont des frais de notaire par exemple, ils n'ont pas réellement de valeur pour un entrepreneur et donc ça va constituer des non-valeurs. Des investissements qui seraient non nécessaires à l'activité. On parle par exemple ici d'un quad, d'un bateau de plaisance ou encore d'un appartement à la mer. Là, le repreneur risque de vous demander de les sortir au préalable par rapport à la transmission de l'entreprise et donc ça va faire diminuer la valeur de l'entreprise. Les participations, certaines entreprises détiennent des parts d'autres sociétaires. Avant de valoriser l'entreprise en question, il va falloir d'abord valoriser les autres sociétés pour donner une valeur juste de participation dans les comptes de l'entreprise. Les immeubles amortis, vous avez un immeuble que vous avez acheté à 400 000 € il y a 10 ans. Aujourd'hui, il vaut peut-être encore 200 000 € dans les comptes. C'est clair qu'il va falloir remettre une valeur de marché à cet immeuble dans les comptes de la société. Pareil pour les stocks ou les créances. Les stocks ne reflètent malheureusement pas toujours la réalité au niveau des entreprises. Et les créances, quand on a des créances qui traînent parfois depuis 6 mois dans les comptes, on peut se poser la question de savoir s'il serait encore possible de récupérer le montant de ces créances, d'où parfois certaines réductions de valeur. Et au niveau du résultat, là aussi des corrections peuvent être appliquées. On a parfois des sociétés qui ont un dirigeant qui est pensionnaire et qui a arrêté de se rémunérer sur la société. Là, le repreneur, lui, quand il va arriver, il ne sera pas pensionné forcément. Il devra se prendre une rémunération de dirigeant et donc on va devoir à ce moment-là diminuer la rentabilité de l'entreprise en appliquant une rémunération correcte pour le dirigeant. Par contre, certaines entreprises, avant d'envisager la transmission, font ce qu'on appelle des back services au niveau des assurances groupes, et donc versent un gros montant pour le dirigeant. Quelque part, ça c'est des charges qui sont non récurrentes, qu'on pourrait enlever aussi dans les calculs de rentabilité. Et donc ici, on vient par contre augmenter le résultat de l'entreprise, ce qui va augmenter la valeur. Et enfin, des charges non nécessaires à l'exploitation. Ça, il faut arriver à les identifier. Si on a des charges non nécessaires, on pourrait les enlever des comptes, et donc remonter la rentabilité de l'entreprise. Ce qu'il faut retenir par contre, c'est que ces charges non nécessaires à l'exploitation, si vous avez le temps, mieux vaut les enlever dans des bilans réels de l'entreprise sur les 3 années qui précèdent la transmission, plutôt que de demander à l'expert de devoir faire les corrections. Je prends un exemple, si vous avez des gros frais de restaurant et que vous dites ça c'est des charges non nécessaires, le repreneur doit encore vous croire et donc si vous n'avez pas besoin de frais de restaurant si importants dans le cadre de votre activité, mieux vaut les diminuer les 3 dernières années plutôt que de demander à l'expert, par exemple le réviseur qui va valoriser votre entreprise, de diminuer les frais de restaurant dans son dossier de valorisation. Alors, quelques méthodes simplement de valorisation et sans rentrer dans le détail. Il existe des méthodes barémiques pour certains secteurs. C'est le cas par exemple pour les pompes funèbres où on va payer notamment sur base d'une formule qui dépend du nombre de décès. Pour les assurances, la formule va dépendre des commissions annuelles perçues en faisant une différence au niveau des assurances vie ou des assurances non-vie. On sait par exemple qu'il existe plus de risques qu'un client pour une assurance voiture quitte l'entreprise qu'un client pour une assurance vie via un crédit. Ces assurances-là restent beaucoup plus stables que les assurances voitures où il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de calculer par exemple la valeur du portefeuille d'assurance sur base de multiplicateurs des commissions annuelles reçues, la valeur du portefeuille qui va être réinjectée dans les actifs de l'entreprise. Ça, c'est vraiment pour certains secteurs. Autre méthode, c'est l'actif net corrigé. Donc l'actif, on prend l'ensemble des actifs de l'entreprise. Net, on enlève la dette. Correction, on fait toutes les corrections dont je parlais tout à l'heure, que ce soit au niveau de l'actif ou passif de l'entreprise. Et on applique une décote fiscale. La décote fiscale, c'est quoi? Simplement, si vous, en tant que repreneur, vous avez la possibilité, par exemple, de racheter un immeuble à 400 000 €,
Cet immeuble à 400 000 euros, vous allez pouvoir l'amortir et le déduire, et donc regagner finalement l'impôt sur cet immeuble. Si demain vous rachetez une société avec un immeuble dedans qui vaut 400 000, mais qui n'a plus une valeur comptable que de 200 000, vous perdez le fait de pouvoir amortir les 200 000 euros de plus-value. Donc, il y a une décote fiscale qui va devoir se négocier du fait que le surplus de valeur ne pourra pas être amorti. L'actif net corrigé, c'est bien, mais ce qui est encore beaucoup mieux en matière de transmission, c'est les cash flows, puisque je disais, ce qu'il faut, c'est que l'entreprise puisse se rembourser. Et là, pour définir l'actualisation des cash flows, les experts vont partir de vos cash flows existants, mais ils vont devoir faire des prévisions sur le futur, notamment avec toutes les corrections dont on parlait. Et ils vont calculer une valeur de l'entreprise qui sera finalement la somme d'un flux de trésorerie future qu'on va actualiser pour les ramener à la valeur d'aujourd'hui. Alors pour actualiser, simplement, on se dit 100 000 euros aujourd'hui, ça vaut 100 000 euros. 100 000 euros dans un an, ça vaut 100 000 euros moins le taux d'actualisation. Donc le taux d'actualisation, il va être dépendant du risque qui est lié à votre secteur d'activité et des risques qui sont liés à votre entreprise en tant que tel. Donc on évite parfois des taux d'actualisation qui sont de l'ordre de 10%. Ce qui veut dire que si on a 100 000 euros de cash flow dans un an, au jour d'aujourd'hui, ils ne valent plus que par exemple 90 000 euros en tout. La valeur de rendement, l'idée c'est quoi? C'est de se dire que si dans votre secteur d'activité, pour votre type d'entreprise, on exige toujours par exemple 10% de rendement, l'idée c'est d'aller voir finalement le capital qu'il faudrait placer pour arriver à générer le même rendement en tenant compte du taux de rendement souhaité. Par exemple, si on a 100 000 euros de bénéfices et que pour votre entreprise, on souhaite 10%, il faudrait placer un capital de 1 million pour générer ces 10% de rendement. La méthode des praticiens, c'est une méthode qui fait la moyenne entre l'actif net corrigé et la valeur de rendement. Et enfin, la méthode des banquiers, c'est une méthode qui va se baser sur un multiple de l'EBITDA. L'EBITDA, c'est le cash flow d'exploitation. Et à ce multiple, on va rajouter la trésorerie et enlever l'endettement financier. L'avantage de cette méthode des banquiers, c'est que quelque part dans cette méthode, elle est toujours bancable quelque part, puisque cette méthode-là donne une valeur qui sera toujours finançable d'un point de vue de la banque. Maintenant, on peut faire tous les dossiers de valorisation avec n'importe lequel des experts. Ce qu'il faut aussi, c'est comme je le disais, c'est que le dossier soit réaliste d'un point de vue du repreneur. Viviane Moll, lors d'une présentation, parlait de la mise de fonds propres. Donc, elle disait qu'il y avait des dossiers avec 30% de fonds propres, donc des dossiers parfois qui commençaient déjà avec 10% de fonds propres, par exemple, pour les management buyouts, des reprises par le management. Tout dépend vraiment de la qualité du dossier, mais il est toujours, en tout cas, important que le repreneur se mouille personnellement et amène des fonds propres au niveau du dossier. Au niveau de la reprise, on parle d'une durée de financement de maximum 7 ans. Donc, quelque part, le bon dossier, c'est un dossier qui, avec une mise de fonds propres moyenne, va être capable de financer sa reprise sur une durée de 7 ans, sur base des cash flows existants. Et donc, il faut vérifier ici que les cash flows permettent, en tenant compte des remboursements de crédits existants, permettent le remboursement de la reprise sur une durée qui n'est pas trop longue. Alors, si les cash flows ne le permettent pas, peut-être que le dossier est survalorisé. Peut-être aussi que le dossier est mal structuré. Par exemple, il y a des sociétés qui ont beaucoup d'immobilier qui est entièrement payé pour lequel il n'y a plus de crédit long terme au niveau de l'entreprise. Et ces sociétés-là sont peut-être parfois un peu trop lourdes au niveau de la transmission. Dans certains cas, il peut être intéressant de réorganiser l'entreprise avant la transmission, notamment en procédant à des scissions, mais qui doivent être vraiment réfléchies et suffisamment tôt à l'avance à l'aide de réviseurs d'entreprise. Alors, au niveau fiscal, différents cas de figure, donc soit la vente de parts, soit la vente de fonds de commerce. Si vous vendez des parts en tant que personne physique, donc si vous êtes propriétaire d'une société personne morale en tant que personne physique, sur la plus-value, vous n'allez pas être taxé, sauf si vous faites de la spéculation. La spéculation, c'est ce qu'on appelle le fait de recourir à l'emprunt, de faire des opérations qui sont très rapides, mais celui qui détient ses parts en tant que bon père de famille et qui les détient sur une durée suffisamment longue, il n'a pas trop à se tracasser a priori de spéculation.
Personne morale, par contre, c'est différent. Donc, celui qui détiendrait des parts de société via, par exemple, une holding, pour ne pas être taxé sur les plus-values, il va falloir notamment qu'il détienne ses parts pendant minimum 1 an, que la société émettrice ne soit pas dans un paradis fiscal, et enfin qu'il détienne minimum 10% des parts de la société en question, ou minimum 2 500 000 € de participation. Donc là, il y a des conditions qui sont un petit peu plus difficiles à respecter, mais elles ne sont pas impossibles, donc il est possible aussi de ne pas avoir de taxation lors de la vente des parts. Pour la vente de fonds de commerce, là c'est un petit peu différent et la fiscalité est nettement supérieure. Si vous vendez une activité que vous exploitez en tant que personne physique, là on va faire la distinction suivant que vous vendez des immobilisations corporelles ou des immobilisations incorporelles. Sur les plus-values que vous faites sur des immobilisations corporelles, on va regarder l'âge du cédant. Si vous avez plus de 60 ans, elles vont être taxées à 10%. Si vous avez moins de 60 ans, ça va être du style CDI. Si on regarde par contre les plus-values au niveau de l'incorporel, donc l'incorporel c'est par exemple le goodwill, ici on va regarder les 4 derniers bénéfices nets de la société. Ce qui ne dépasse pas les 4 derniers bénéfices nets de la société va être taxé à 10% si vous avez plus de 60 ans, va être taxé à 33% si vous avez moins de 60 ans, et ce qui dépasserait les 4 derniers bénéfices nets pour le goodwill, lui, il va être taxé au taux progressif. Donc, on va se rajouter au reste de vos revenus, et donc là, on peut être très très vite à un taux, parfois même, qui peut aller jusqu'à 50%. Alors, au niveau d'une activité en personne morale, donc ici, ça veut dire que c'est la société qui va sortir une partie de ses actifs. Ici, on va regarder les plus-values qui sont faites lors de la vente des actifs. Donc, les plus-values, c'est le surplus de valeur par rapport à la valeur comptable qui est dans le compte. Si vous avez, par exemple, un immeuble qui est à 100, que vous vendez à 200, vous faites une plus-value de 100. Cette plus-value va rentrer dans le bénéfice de la société, donc être imposée au taux d'impôt des sociétés qui est aujourd'hui de l'ordre de 29,6%. Avec cet argent, l'argent va tomber sur les comptes. Vous allez rembourser les dettes. Et vous allez ensuite, une fois que toutes les dettes vont être remboursées, liquider votre société. Lors de la liquidation, vous allez pouvoir reprendre le capital en net, et tout ce qu'on appelle le bonus. Donc le bonus, c'est le surplus d'argent que vous allez pouvoir retirer par rapport au capital initialement investi. Donc ce surplus d'argent, lui, va subir une taxe de 30%, qui est la taxe sur le bonus de liquidation. Donc on voit que clairement, en tant que cédant, vous allez souvent, si vous avez une société, nettement préférer la vente de parts par rapport à une vente de fonds de commerce, puisqu'au niveau fiscal, ce n'est pas du tout les mêmes choses qui s'appliquent. Alors, d'un point de vue du repreneur, si vous rachetez des actions en tant que personne physique, donc si je reviens toujours ici sur mon slide, voilà. Donc vous êtes quelque part ici en tant que personne physique. Donc, si vous faites un crédit pour le financement de la reprise, ce n'est pas directement la société ici qui va financer la reprise, mais c'est vous ici sur le côté qui allez devoir souscrire un crédit. Si vous prenez ce crédit, il va falloir faire sortir de l'argent de la société. Quand vous faites sortir de l'argent de la société, si vous sortez une rémunération de dirigeant, vous allez devoir payer des lois sociales et de l'impôt. Donc très très rapidement, pour rembourser 100, vous allez devoir faire sortir 200. Donc fiscalement, à partir du moment où la reprise est importante en termes de montant ou en termes de demande de crédit bancaire, il est souvent utile de faire appel à un montage via une société holding. La société holding va reprendre les titres. On va mettre des fonds propres dans la holding et pour le financement, on va pouvoir faire remonter les fonds sous forme de frais de management ou de dividendes. Alors, comment vont fonctionner les dividendes d'une société à l'autre? Les dividendes vont venir d'un bénéfice qui va être taxé dans cette première société. Mais quand ils remontent dans la deuxième société, il y a le régime des RDT qui s'applique et qui fait en sorte qu'on n'a pas une double taxation qui va s'appliquer. Donc, on aura juste une fois l'impôt des sociétés dans cette première société, mais pas une deuxième fois dans la deuxième. Alors que si on sortait un dividende directement vers une personne physique, on aurait non seulement l'impôt sur le bénéfice dans cette première société, mais on aurait aussi le précompte de 30% qui s'applique lors de la sortie d'un dividende. Alors, on a vu la reprise d'actions, donc je parlais de la holding. Pour le rachat de fonds de commerce, ici, c'est beaucoup plus facile puisqu'on se retrouve finalement juste avec des actifs à reprendre, actifs qui vont pouvoir être directement amortis et déduits. Et donc, c'est directement
le financement est fait directement dans la même structure. Donc, au niveau fiscal, c'est beaucoup plus facile. Il faut cependant rester attentif par rapport à la prise de fonds de commerce. Il y a des attestations à demander, notamment au niveau de l'ONSS, la TVA, les impôts, les droits sociaux, pour vérifier que le cédant n'a pas de dette de retard par rapport à ça. Il y a également un certificat hypothécaire qui doit être demandé, qui prouve que le fonds de commerce est libre de tout gage. Sinon, la banque pourrait venir se retourner contre le repreneur. Alors, on s'est orienté, on s'est préparé en ayant son dossier avec les forces, les faiblesses. On a son dossier de valorisation et on sait ce qu'on va vendre. Le fonds de commerce n'est pas. On va maintenant passer à la phase de recherche d'entrepreneurs. Différents types de repreneurs. On pense notamment au repreneur familial. Alors, est-ce que c'est toujours la bonne solution d'aller vers une reprise par la famille? Ce qu'il faut, c'est vraiment se poser les bonnes questions, se dire, est-ce que c'est vraiment un souhait des enfants de reprendre la société? Parfois, les cédants ne se posent pas suffisamment la question. Il ne faut pas que ça soit forcé, il faut que ça vienne des enfants. Et donc, les enfants doivent être suffisamment formés, ils doivent avoir les connaissances, l'expérience suffisante. Il faut aussi qu'ils puissent amener un nouveau souffle à cette entreprise qu'ils veulent reprendre, avec des notions de leadership, de stratégie. Sans ça, c'est difficile finalement de se faire accepter des différents employés. Et le pire, c'est quand les enfants ne s'entendent pas tous entre eux. Imposer que les enfants reprennent ensemble, c'est vraiment la pire des choses qu'on peut faire. Et donc là, on est sûr que l'entreprise va aller dans les problèmes par la suite. Donc quand on voit les entreprises familiales, de génération en génération, c'est de plus en plus difficile de passer le cap. Et donc par exemple, un cédant qui aurait 2 enfants, ces 2 enfants qui ont eux-mêmes chacun 2 enfants, clairement, on ne peut pas faire rentrer tout le monde dans l'entreprise familiale, sinon ça devient ingérable. Et donc il y a des choix qui doivent être faits. Et là, il y a des outils qui existent, comme par exemple la charte familiale, qui permet finalement de réfléchir à cette transition familiale. Et donc, on ne peut que vous encourager, si vous travaillez en famille, à bien réfléchir aux repreneurs et aux conditions minimum de reprise. Malheureusement, certaines personnes ne se posent pas ces questions, ne font que les actes techniques, mais les problèmes à ce moment-là arrivent par la suite. Alors, à côté de la famille, il y a aussi l'acquéreur interne à l'entreprise. C'est par exemple une reprise par le management. Donc ici, c'est pas du tout une reprise forcée, puisque c'est le management qui doit se positionner. Et en tant que cédant, vous n'êtes pas obligé non plus de vendre au management. Et donc, généralement, quand l'acquéreur vient de l'intérieur, mais qui n'est pas l'enfant du patron, c'est des bons repreneurs et qui sont bien appréciés par les banques. Et enfin, par exemple, il y a aussi des entreprises concurrentes qui pourraient se positionner, ou des acquéreurs externes. Par rapport à ça, et donc Arnaud parlait du sondage qui avait été fait au niveau de l'UCM, nous on a fait aussi un petit sondage au niveau de la Chambre de commerce dans le Luxembourg belge, en pleine période de crise, pour savoir si finalement des entreprises pouvaient, au vu de la crise actuelle, peut-être songer à revoir un petit peu leur business model. Et dans cette revue de business model, on leur posait la question de savoir si éventuellement elles envisageaient la reprise d'une autre entreprise. Et là, par contre, Arnaud parlait de 10% de personnes qui envisageaient la cession. Nous, ici, par rapport à des entreprises qui envisageaient la reprise en pleine période de crise, on a vu que seulement 2% de nos répondants nous disaient qu'ils envisageaient à l'heure actuelle une reprise d'une autre entreprise. Donc, c'est clair que la crise actuelle a peut-être un petit peu refroidi les ardeurs de certaines entreprises par rapport à des reprises d'autres entreprises au niveau de leur secteur. Alors, clairement, ce qui est important par rapport à la recherche d'entrepreneurs, c'est de bien faire attention à la confidentialité. Donc, la confidentialité, vous allez pouvoir la respecter en travaillant, par exemple, avec un cabinet de cession-acquisition qui va vous protéger dans le cadre de dossiers, ou un avocat qui pourra vous aider également. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que la So Access vous propose des plateformes pour vous aider à rechercher un repreneur. 2 plateformes. La plateforme So Access, qui est un outil de mise en relation qui va vous permettre des contacts personnalisés pour rechercher une contrepartie. Et pour les plus petits dossiers, donc les dossiers de moins de 500 000 euros ou les dossiers de commerce de détail, d'ORECA et de profession libérale, là, il y a le site affaireasuivre.be qui permet aux cédants de chercher également des repreneurs. Point de vue familial, simplement un tout petit mot sur les possibilités de donation. Donc, à partir du moment où vous avez choisi vos repreneurs, on n'est pas obligé de faire une vente totale de l'entreprise, il est possible de faire des donations. Au niveau des donations, 3 systèmes possibles au niveau belge. La première, c'est de passer par un notaire belge et de faire un enregistrement classique.
Là, en ligne directe, ça coûte 3,3% et il n'y a aucune autre condition à respecter. Autre possibilité, c'est de passer par un notaire à l'étranger. On parle souvent du notaire hollandais. Là, si vous donnez vos parts, le notaire hollandais n'a pas l'obligation de faire enregistrer de faire enregistrer la donation. Donc, vous n'avez pas payé les 3,3%. Par contre, en tant que cédant, il faut que vous surviviez minimum 3 ans à la donation. Sinon, la donation se rajoute dans votre patrimoine et vous aurez à payer des droits de succession sur ce don d'argent de part. Et troisième système, c'est le donation d'entreprise suivant les règles de la région Wallonie, où là, on n'a pas les 3,3% de droits d'enregistrement payés. On n'a pas la règle de survie pendant minimum 3 ans, mais c'est le continuateur qui va devoir s'engager à maintenir le capital, maintenir les actifs pendant minimum 5 ans. Donc, quand on dit maintenir les actifs, ils peuvent revendre certains actifs, mais ceux-ci doivent être réinvestis. Et enfin, maintenir l'emploi à minimum 75% au bout de 5 ans. Et là, clairement, jusqu'ici, ce troisième type de système était le système privilégié par une bonne majorité de nos entreprises. Maintenant, je ne sais pas, avec l'impact de la crise et du coronavirus qu'on a pour l'instant, ça risque d'avoir un impact sur l'emploi moyen au niveau de l'entreprise. Je ne sais pas si au niveau du gouvernement, il va peut-être y avoir un assouplissement dans ce régime. Sinon, peut-être que certaines entreprises n'arriveront pas à respecter les conditions d'emploi à 75% au vu du chômage qui est en vigueur actuellement. Alors, on s'est orienté, on s'est préparé, on a recherché. Quand on a sélectionné un repreneur, on va lui demander de signer une lettre d'intention. Donc là, on rentre vraiment dans tous les actes juridiques où des avocats peuvent vous aider. On va devoir négocier le prix et les conditions de vente. Ce qu'il faut savoir, c'est que le repreneur sélectionneur, il va devoir faire un audit d'acquisition où il va devoir vérifier les différents documents qui seront à disposition dans ce qu'on appelle la data room, qui est une pièce dans laquelle vous allez mettre tous les documents à disposition du repreneur. Et en fonction de ce qu'il trouve dans ces différents documents, il va pouvoir négocier avec vous le prix et les conditions de vente. Et enfin, si vous arrivez à vous accorder sur la chose et sur le prix, vous allez finalement négocier la cession dans le cadre d'une convention de transfert de propriété en précisant les modalités du paiement du prix. Et enfin, vous allez devoir vous mettre d'accord sur l'information des collaborateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les collaborateurs, c'est une des richesses clés de l'entreprise dans le cadre d'une transmission. Donc, c'est vraiment important que la communication par rapport à ce collaborateur se fasse de manière optimale, pas trop tôt, mais pas trop tard non plus. Donc, à partir du moment où vous avez des certitudes par rapport au repreneur, il faut penser à aller vers les collaborateurs pour leur annoncer la reprise. Et enfin, quand on a vendu, un accompagnement peut être proposé, donc, comme on en parlait par le cédant. Cet accompagnement ne doit pas être trop long, donc on parle en général de 3 à 6 mois maximum. Cet accompagnement, il va servir principalement à aller rencontrer avec l'entrepreneur les principaux clients, les fournisseurs, rencontrer le personnel. Mais quelque part, il faut finalement que vous vous mettiez un peu en retrait en tant que cédant par rapport au repreneur, puisque c'est le repreneur à ce moment-là qui a la clé. Et vous restez à sa disposition. Mais simplement, il faut limiter la mission et se dire qu'à partir du moment où vous avez vendu tout ce qui est management, c'est clair que là, vous devez faire une croix dessus et c'est le repreneur qui aura la main. Voilà, je vais maintenant repasser la parole à Arnaud pour la conclusion. Donc, vous avez vu ici, on est resté très, très généraliste sur le process. L'idée, c'est qu'il y a différents experts qui peuvent vous aider à rentrer dans les différents points. Et Arnaud va maintenant vous parler des différentes aides que vous pouvez activer pour solliciter ces différentes aides. Voilà, merci Benoît. Je rebondis sur une question qui est tombée à l'instant. Et donc, faut que tu actives ton micro. Tu m'entends? Ah. Est-ce que tu m'entends? Je pense qu'on a des problèmes techniques. Arnaud, est-ce que tu nous entends? Arnaud? Ah, ça devient compliqué. On ne t'entend pas. Je propose que Laurent, tu fasses peut-être le relais. On n'entend plus Arnaud. Mais écoutez, on va se débrouiller. On va le faire comme ça. Donc,
les aides financières. Et donc, effectivement, comme vous l'avez vu, donc, la transmission, c'est vraiment un process qui peut être complexe, qui demande d'être accompagné par des professionnels de qualité. Et donc, l'idée, c'est que la région wallonne a mis en place un système qui s'appelle les chèques transmission. Ce sont des chèques que vous pouvez utiliser et qui vont vous permettre de recevoir un subside qui va prendre en charge jusqu'à 75% des honoraires des professionnels auxquels vous pouvez faire appel pour vous faire accompagner. Et donc, il y a deux types de chèques. Le premier, c'est un diagnostic. Donc là, l'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui va faire une première analyse générale de l'entreprise, peut-être une première valorisation, des premiers conseils juridiques. Ça peut être un audit si on est acheteur ou même vendeur. Donc, c'est vraiment une première analyse. Et ce chèque, il va couvrir jusqu'à 75% des frais de la mission avec une enveloppe maximum de 7 000 €, comme vous pouvez voir sur le slide. Et donc, c'est évidemment des montants qui sont très importants, puisque imaginons qu'on est sur une mission qui coûterait 4 000 €, par exemple. Eh bien, il y a 3 000 € qui sont des subsides de la région wallonne. Donc, vous devriez payer que 1 000 € sur les 4 000. Alors, pourquoi est-ce que la région fait ça? Ce n'est pas pour faire plaisir ou autre chose, c'est parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de garantie de réussir cette transmission. Par contre, moi, je peux vous garantir que si vous faites accompagner, vous maximisez vos chances de réussir. Et donc, comme finalement, réussir cette transmission, c'est important pour le vendeur, c'est important pour l'entrepreneur, mais c'est aussi important pour le tissu économique de la Wallonie, la région veut vraiment vous inciter à vous faire accompagner. Et c'est aussi pour ça qu'il y a le dispositif des ASTE qui sont là pour, au début, vous contacter, vous expliquer les enjeux comme Benoît et Arnaud le font aujourd'hui, et après, passer la main vers des experts si c'est nécessaire pour vous accompagner. Donc, il y a ce premier chèque diagnostic. Et puis, il y a un second. Benoît, je pense que c'est toi qui as la main sur les slides, si tu peux passer au slide suivant. Et donc là, il faut qu'il y ait déjà un diagnostic qui ait été réalisé. Et à ce moment-là, c'est un chèque qui s'appelle le chèque accompagnement, qui lui permet une prestation alors plus importante, notamment rechercheur-preneur, notamment vous accompagner lors des négociations avec le ou les repreneurs potentiels. Ça peut être réaliser une convention de cession par un avocat, des conseils spécifiques juridiques, des audits approfondis. Et donc là, c'est vraiment une mission un peu plus conséquente. Et là, on parle d'un subside de 50% sur maximum 15 000 €. Et donc, encore une fois, sur 3 ans. Donc, vous voyez, il y a vraiment des aides qui sont disponibles. Le système fonctionne bien. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser. À titre d'information, je regardais en 2019 en région wallonne, donc il y a plus de 450 diagnostics, transmissions qui ont été demandés. Alors, c'est pour les vendeurs et aussi un peu pour les acquéreurs. Mais voilà, donc il y a des aides qui sont là, il y a des conseillers de qualité auxquels vous pouvez faire appel, il y a les agents de terrain. Et donc, en fait, on essaie vraiment d'avoir tout un écosystème qui soit à disposition de l'entrepreneur pour que tout soit sous la main disponible pour pouvoir réussir sa transmission. Donc, il ne faut pas hésiter à faire appel à tout ça. Voilà, je pense que je peux passer au slide suivant. Écoutez, je pense que c'était Arnaud qui devait conclure, mais bon, je vais le faire à sa place. D'abord, merci à tous d'avoir participé au webinaire. Vous étiez plus de 50, donc c'est un beau succès pour une première pour nous. Vous recevrez les slides à la fin, on vous les enverra après la conférence. Vous avez donc ici les photos de nos 6 agents qui couvrent toute la région wallonne par province, comme Arnaud l'a expliqué au début du webinaire. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous avez la moindre question par rapport à la cession de votre entreprise. Si c'est plutôt par rapport à une acquisition, vous pouvez les contacter aussi, ou alors vous pouvez contacter aussi l'Asso Access en direct, qui pourra vous expliquer tout ce qu'on peut faire à ce moment-là pour vous. Écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Vous recevrez donc les slides et vous serez évidemment tenu au courant des prochains webinaires qui seront organisés sur les thèmes qu'on a cités, pension, valorisation, immobilier. Et donc là, on ira plus en détail que ce qu'on a fait ici, puisqu'ici, c'était vraiment l'approche générale de le processus. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions en bas auxquelles on peut répondre? Je pense que la plupart du temps, à mon avis, non. Il y a une question qui est un peu spécifique sur une donation et comment indemniser l'autre fils. Je propose de ne pas y répondre ici parce que là, justement, typiquement, c'est un sujet qu'il faut approfondir en fonction de la situation de l'entreprise, en fonction de est-ce qu'il travaille tout dans l'entreprise ou pas. Donc,
n'y a pas de réponse directe comme ça, mais n'hésitez pas à contacter la STE de votre province pour répondre à la question. Voilà, un tout grand merci à tous. Merci beaucoup à Benoît et à Arnaud d'avoir préparé ce webinaire. J'espère que ça vous aura été utile et on se retrouvera probablement d'ici quelques semaines pour le prochain. Au revoir à tous.